Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans cette nouvelle série de podcasts sur l'aménagement, on s'interroge sur l'esthétique et les enjeux d'image associés aux espaces de travail. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé avec le soutien de 3DS Group. 3DS Group, l'art de marquer les esprits avec des projets de signalétique et branding uniques. C'est une chose qu'on apprend très tôt dans les écoles de marketing, le beau fait vendre. D'ailleurs, les grandes marques sont depuis longtemps passées maîtres dans l'art d'utiliser le design et l'image pour provoquer l'émotion et plaire aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est au tour des entreprises de jouer la carte de l'esthétique pour renforcer leur attractivité. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle s'est accélérée dans le sillage du Covid. À l'heure du retour au bureau, il a fallu rendre les espaces de travail désirables, créer des aménagements et des ambiances qui flattent les goûts des salariés. Et lorsqu'on les interroge sur leurs attentes, eh bien, ils sont aujourd'hui une majorité à mettre la lumière en tête de leurs critères. Cela peut paraître une évidence, et pourtant dans la pratique, la qualité lumineuse des environnements de travail est loin d'être toujours au rendez-vous. Alors pour mieux comprendre le rôle central de la lumière et plus globalement celui de l'éclairage, j'ai le plaisir d'accueillir un expert du sujet, Marc Fontoinon. Bonjour. Bonjour. Voilà plus de 30 ans que vous explorez le sujet de la lumière, d'abord comme enseignant-chercheur à l'École nationale des travaux publics de l'État, où vous avez notamment dirigé le laboratoire Sciences de l'habitat, puis durant près de 10 ans comme professeur à l'université de Aalborg, au Danemark, près de Copenhague. Vos travaux sur la lumière ont été récompensés par plusieurs prix internationaux, mais sans doute l'un des prix, ou en tout cas l'une des reconnaissances qui parlera le plus à nos auditeurs, est celle d'avoir été sélectionné pour développer des éclairages pour la Joconde, ou du moins pour la salle de la Joconde, au musée du Louvre à Paris bien sûr. Enfin, en 2019, vous avez créé la start-up Visual Sense, que vous dirigez toujours. Il s'agit d'une plateforme dont l'objectif est de faciliter le travail collaboratif dans les domaines de la lumière, bien sûr, du design, de l'aménagement urbain et plus globalement de la construction. Alors, je l'évoquais rapidement en introduction de notre entretien. À la question « Quels sont les principaux éléments constitutifs d'un bel espace de travail ?», 65% des salariés franciliens interrogés dans le cadre du baromètre 2024 Paris Workplace citent la lumière naturelle comme premier critère, loin devant les équipements techniques, devant le mobilier et même devant le volume de la pièce. Alors, est-ce qu'un tel résultat vous étonne et comment l'expliquer ? Non, bien sûr, merci pour cette remarque. Non, ça ne m'étonne pas et ça n'étonnera pas vos auditeurs, puisque nous vivons aujourd'hui à l'intérieur de bâtiments. C'est-à-dire que notre exposition à la lumière naturelle est très très faible, sauf pendant peut-être les vacances d'été ou au ski. Et finalement, nous passons au moins 90% de notre vie à l'intérieur des bâtiments. Donc nous sommes plus exposés, l'Homo sapiens, pendant toute son évolution, a bénéficié de niveaux forts. Je ne vais pas parler d'unité, mais disons de niveaux 10 à 20 fois les niveaux que nous obtenons aujourd'hui. Pendant la révolution industrielle, l'éclairage était principalement l'éclairage naturel, il n'y avait pratiquement pas de lampes. Donc on faisait des usines éclairant la lumière du jour et les usines fermaient de nuit. Donc on a globalement une sous-exposition à la lumière naturelle et c'est pas surprenant que l'Homo sapiens ait envie de cette lumière. Donc c'est complètement légitime d'exprimer un besoin de lumière. Alors c'est un besoin de lumière en quantité mais en qualité, puisque la lumière du jour, c'est un spectre, une couleur, c'est quelque chose qui est extrêmement riche. Et on retrouve des tas de signes de ces besoins dans peut-être des aspects de type consommateur, où on a, hormis des vacances en plein air, les voitures à toiture vitrée, par exemple, on a tout un ensemble d'exemples qui montrent qu'il y a une appétence pour la lumière du jour, mais elle n'est pas exprimée de façon formelle. C'est ça qui est... C'est qu'en fait, les gens l'expriment, ils ont peut-être dit à 65% qu'ils voulaient davantage de lumière, mais je pense que si on fouille, on va être très déçu par le peu d'éléments tangibles pour définir et caractériser ce besoin. C'est une qualité, la lumière, qui est facilement perceptible, mais plus difficilement exprimable. On voit que c'est les mots qui sont mis derrière, il faut les décrypter, et c'est d'ailleurs une partie de votre travail encore aujourd'hui. Oui, donc dans les enquêtes que l'on fait, les gens ont un mal fou à décrire ce qui va ou ce qui ne va pas dans l'éclairage. Les besoins, ce qu'on entend principalement, c'est « j'arrive pas à lire ». J'ai pas assez de lumière. Ça les gens le disent. Mais au-delà de ça, on n'a pratiquement rien.
Donc ça, c'est très difficile. Et ce qui me gêne aussi, c'est que dans le langage, par contre, du design et de l'architecture, c'est un mot omniprésent, l'éclairage. Dans toutes les revues d'architecture, on en parle. Mais oui, c'est beau, c'est magnifique, une architecture en lumière. Mais au-delà de ça, au-delà de l'image, on a beaucoup de mal à comprendre si c'est une lumière qui est vraiment adaptée aux besoins. Alors on va bien sûr revenir dans quelques instants sur les attentes de ces occupants particuliers que sont les salariés. Mais avant, je voudrais qu'on dise un mot sur les normes qui encadrent le sujet. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il existe des référentiels européens qui fixent des recommandations très précises en matière d'éclairage. Oui, j'aimerais vous parler de 2 normes principales européennes, donc, qui sont obtenues après du travail d'un grand nombre d'experts. La plus connue en matière d'éclairage d'intérieur et des lieux de travail, c'est la 12464, qui définit des niveaux d'éclairement, en luxe, entre autres, en fonction des types d'activités, de postes de travail. Mais ça va plus loin. Ça définit aussi la répartition de l'éclairement dans les pièces. Il y a des contraintes sur l'éblouissement, entre autres. Il y a des suggestions de température, de couleur. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Bien, sous la pression d'un certain nombre de gouvernements et d'acteurs qui veulent quand même baisser les consommations, essayer d'apporter juste la lumière qu'il faut, la 12464 a évolué et on a un peu moins d'exigences sur l'espace qui n'est pas à proximité du poste de travail. Donc, on a un peu lâché du lest sur tout ce qui est circulation, couloir, etc., où on peut baisser un petit peu. Et on fait bien la distinction entre l'éclairage du poste de travail et l'éclairage d'ambiance. Donc ça ouvre des possibilités de design qui n'existaient pas avant dans les anciennes versions où on réclamait des niveaux globaux sur des plateaux de travail. Donc ça, c'est une évolution sur la 12464 qui rassemble toutes les exigences lumineuses liées à la lecture. Qui a été révisée en 2021. Oui, récente, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance d'animer une autre norme qui portait sur la lumière naturelle. Donc, je l'ai fait pendant un peu plus de 4 ans. J'avais 40 experts européens et j'avais été élu pour faire ce travail. Et pourquoi une norme sur l'éclairage naturel ? En fait, c'était les industriels qui poussent pour cette norme. C'était des fabricants de fenêtres, les façadiers, entre autres. On n'avait pas tellement les fabricants d'éclairage électrique. Ils n'étaient pas très intéressés, mais ils étaient un petit peu comme intéressés parce qu'ils vendent du contrôle-commande et qui réagit parfois à la lumière du jour. Donc, ils avaient besoin d'une norme pour s'adapter là-dessus. Alors, la difficulté, c'est qu'on avait des gens qui poussaient pour la lumière du jour pour des raisons, on va dire, médicales, de santé publique, notamment dans le logement, pour que les gens disposent dans les logements et dans les écoles d'un niveau satisfaisant. On avait des industriels qui poussaient pour des surfaces vitrées importantes. Et on avait une préoccupation aussi énergétique. Et là, on allait directement dans le conflit avec des bureaux d'études qui poussaient plutôt pour réduire les surfaces vitrées. Donc, les grands débats ont porté sur les surfaces ou les quantités de lumière minimum pour le bien-être. C'était ça, le sujet. Et non pas avec une préoccupation a priori d'économie d'énergie, qui est le contexte de la réglementation énergétique française. Donc là, ça a été le grand débat. Et je suis assez content de voir qu'on a fini par aboutir à quelque chose qui était basé sur, entre autres, un certain nombre de recherches de différentes équipes, et sur lequel on avait plusieurs points. On a défini les niveaux de lumière minimum, comme l'autre norme, donc dans celle-ci qui s'appelle la 17037. Donc c'est les niveaux minimums de lumière en fond de pièce, sur 95%, on va dire, de la surface. Donc ça, c'était intéressant, puisque un certain nombre d'études que, entre autres, j'avais menées au Danemark, mais que d'autres avaient menées, montraient que c'était les éclairements minimums qui qualifiaient la clarté d'un espace. Et il y avait également l'éclairement médian, et non pas moyen. C'est l'éclairement au milieu de la pièce pour définir le niveau de lumière. Et on s'est beaucoup battu dans cette norme, et moi-même en particulier, parce que, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on avait plutôt une approche de type boîte à chaussures au départ. Et j'ai beaucoup poussé pour qu'on se cale par rapport au logiciel de 3D qu'utilise donc tout le monde aujourd'hui, hein, et donc qui permettent de mettre des fenêtres dans tous les sens. Donc il fallait être complètement ouvert, il fallait que cette norme s'applique absolument à tous les espaces et pas seulement à des boîtes à chaussures. Donc ça a été un élément majeur. On s'est préoccupé des vues. Alors les vues ont été poussées très fortes. Il y a beaucoup de recherches qui montrent l'intérêt psychologique d'avoir des vues vers l'extérieur. Et donc c'était qualifié par des quantités mesurables qui sont des angles d'ouverture verticales, horizontales, et sur le contenu de la vue. Et des psychologues ont travaillé beaucoup sur ces contenus qui sont à la fois le ciel, l'environnement, voire le sol.
Et ce sont des facteurs d'équilibre et de bien-être là-dessus. Alors, il y a eu, bien sûr, des contraintes sur les protections solaires, les facteurs de transmission, et tout un ensemble de choses. Et ceci a été déroulé sur l'ensemble du climat européen, donc du nord au sud de l'Europe. En 2017, une étude qui a été confiée au CEREN a évalué, on va dire, la qualité globale de l'éclairage dans les immeubles de bureaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats étaient plutôt mitigés, contrastés. Je vais simplement citer un passage de cette étude qui dit les choses ainsi. Du point de vue de l'équilibre des luminances, du contrôle de l'éblouissement et de la qualité des ambiances lumineuses, un tiers des installations d'éclairage de bureaux analysées est de qualité médiocre, voire très médiocre. On était en 2017. Est-ce que, alors déjà, ce constat vous surprend de façon un peu rétrospective et est-ce qu'aujourd'hui, la situation a changé ? Oui, alors ce que vous citez, je l'ai entendu au niveau de l'Association française de l'éclairage depuis des années. On se lamente de voir que des gens continuent à travailler dans des conditions de travail qui sont inappropriées par rapport aux connaissances, notamment des besoins de la vision. Ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que peut-être que les gens, globalement, dans notre culture, on ne s'y intéresse pas tant que ça, puisque ça ne marche pas si mal. J'ai moi-même fait de la formation au Népal, en Inde, en Afrique, et on a parfois des écoles ou des choses avec seulement une lampe pour une salle complète. Donc, les gens sont contents d'avoir une lampe. Donc déjà, quand c'est éclairé, c'est bien. Et donc, là, on arrive à un niveau de raffinement supérieur, et ça montre simplement que, avant que les gens se plaignent véritablement de l'éclairage, il faut vraiment baisser les niveaux ou avoir des lampes vraiment en de très mauvaise qualité. Alors, c'est d'autant plus frustrant que les technologies sont là. On a vraiment aujourd'hui une baisse des coûts sur l'éclairage, une baisse des coûts de consommation. Donc, il y a toutes les raisons pour avoir un bon éclairage. Si je fais un peu la liste de ce qui s'est passé de ces 10-15 dernières années, on a la généralisation des LED, donc maintenant, avec des sources maintenant qui sont au point, qui consomment très peu et qui peuvent en plus être miniatures, c'est-à-dire qu'on peut faire des petites lampes de bureau, on peut les mettre dans le mobilier de façon assez facile. Les écrans d'ordinateur ont progressé, on a une luminosité bien plus forte, donc beaucoup moins de reflets liés à l'environnement. On peut agrandir les écrans, les multiplier. Les éclairages se graduent facilement avec un gradateur, c'est-à-dire qu'on peut travailler à 20%, à 30%, 50%. On peut s'adapter aux besoins des utilisateurs. Donc ceux qui veulent, on les appelle plutôt les photophobes, il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec beaucoup de lumière, mais ils peuvent la baisser s'ils le souhaitent. Et ceux qui en ont besoin de davantage, on peut l'augmenter, notamment les personnes plus âgées, par exemple, sur le lieu de travail, ont souvent besoin de davantage de lumière. Donc ça, c'est disponible, c'est pas spécialement plus cher. On peut même ajuster les teintes, si nécessaire, enfin, ça c'est plus sophistiqué. Des systèmes d'interface qui sont sans fil, avec fil, ça marche. En façade, on a des systèmes de brise-soleil ou de store qui fait piloter à distance. On peut ajuster la luminosité, pour parler en termes généraux. Donc, on a une offre qui est formidable. Donc, je me dis, c'est quand même frustrant, mais ce n'est pas surprenant que finalement, au milieu de toutes les contraintes, l'éclairage, il est considéré comme, il va de soi, c'est une commodity, comme disent les Américains, ça fonctionne. Et donc, pour monter en qualité, il faut vraiment faire l'expérience. Il faut vraiment que les gens vivent ça. Et là, on va dans le système de copier-coller. C'est-à-dire, j'ai vu des bureaux magnifiques, quelque part. Waouh, je voudrais les mêmes ici. Donc, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire, on est dans une salle de réunion, comme celle-ci, ici. C'est très difficile d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans cette salle. Mais si on me le montre dans une autre salle, là, je vais dire, ça, j'aime bien. Alors, on a une difficulté, c'est que le langage pour décrire l'éclairage est un langage de spécialistes et que les gens ne savent pas décrire l'éclairage. Donc, c'est très difficile, dans un espace qui nous plaît, de dire pourquoi il nous plaît en matière de lumière. On n'a pas les mots. Et c'est une contrainte. Donc, il y a une responsabilité, je pense, des acteurs, des designers, des architectes, pour que ce langage, d'une part, soit maîtrisé, mais d'autre part, inviter les clients à comparer, faire des expériences. Il faut les promener et voir pourquoi ils aiment quelque chose. Pas seulement leur montrer une belle photo, mais les faire s'exprimer sur des photos. Et c'est ce que je fais avec ma société régulièrement.
Alors justement, vous avez constitué une base de données, de nombreux cas types d'éclairage naturel, alors, enfin d'éclairage tout court d'ailleurs, dans les appartements, les hôtels, les commerces, mais aussi bien sûr les bureaux, qui permet de tester la réaction des personnes selon les différents modèles d'éclairage que vous leur soumettez. Qu'avez-vous appris sur les attentes des occupants en fonction des différentes situations d'occupation d'espace? Finalement, est-ce qu'on peut quand même donner quelques invariants autour de leurs préférences, de la perception de la qualité de la lumière, d'autant que, vous me le disiez, la lumière a ceci de particulier qu'il y a une perception instantanée. Oui, vous faites bien de faire la distinction entre l'instantané et le long terme. C'est-à-dire, sur le plan instantané, on peut vraiment comparer, demander à des gens de réagir sur des designs, des options. Sur le long terme, c'est plus compliqué parce qu'on va parler de fatigue. J'ai travaillé sur les hôpitaux. On a du personnel médical qui peut parfois avoir des fatigues excessives, des troubles du sommeil, etc. Donc, c'est un autre problème. Et si je prends sur l'instantané, oui, alors j'ai mené au Danemark, j'avais eu un contrat avec une étude sur 32 solutions d'éclairage sur un grand bureau paysager. Et donc, on avait conçu tout un ensemble de solutions suspendues, indirectes, avec des spots, éclairage localisé, etc. Donc, on a fait 32 et on a fait passer 200 personnes pour juger sur des images de haute qualité, sur grand écran, ça faisait à peu près 5 mètres de large, et avec un projecteur haute luminance qui simule aussi un peu l'éblouissement. Donc, c'était un procédé assez unique. Et qu'est-ce qu'il ressort de ça? Je vais faire court. Eh bien, c'est qu'il y a... premier enseignement, c'est que les solutions les plus économes en énergie ont pratiquement été préférées. Donc ça, c'était vraiment... ça a cassé le mythe du plus de lumière égale plus de qualité. Donc ça, c'était quand même un enseignement majeur. Deuxième élément, l'impression d'espace est favorisée en ajoutant de la lumière sur les parois les plus éloignées, en face de la personne qui travaille ou en face de la façade, pour agrandir l'espace. Donc ça, il y a des tas de solutions, on fait des modèles de lumière, mais ce n'est pas l'énergie perdue d'éclairer une paroi face à une personne qui travaille. C'est un repos de l'œil, ça crée un intérêt. On a eu aussi des réponses assez fortes sur l'intérêt d'un éclairage localisé, que les gens puissent s'approprier un petit peu leur poste de travail, d'avoir ce degré de liberté. Qu'ils l'utilisent pour en mettre plus ou pour en mettre moins, ça c'est leur problème, mais ça c'est bien sorti. Et on se rend compte que si on fait des éclairages en combinant du localisé, du général, et puis éventuellement des éclairages au loin, on reste sur des puissances installées au mètre carré tout à fait raisonnables. On est sous les 6 watts, on est sur du 5 watts, donc on est bon, on est sur des consommations extrêmement modestes. Donc ça, c'est des éléments importants, et on est globalement dans une réflexion que vous avez chez Workplace, qui est d'essayer de rendre ces lieux attractifs pour que les gens soient heureux d'aller travailler, de revenir au travail, pas forcément travailler chez eux. Et donc, on est quand même aujourd'hui dans une offre de création d'espace de travail qui offre de l'espace, du confort, du pilotage, et puis bien sûr toutes les qualités du travail en groupe, donc de relationnel, etc., qu'on n'a pas forcément chez soi. Vous évoquiez à l'instant des études assez poussées pour déterminer effectivement des qualités d'éclairage qui vont dans le sens du confort, dans le sens aussi effectivement d'une certaine prise en compte des besoins cognitifs des salariés. Pourtant, dans les bureaux, souvent les salariés occupent et habitent des espaces qui sont contraints du point de vue de l'ambiance lumineuse. En clair, ils ne l'ont pas choisi et parfois ils ont même une capacité d'action sur l'ambiance lumineuse très limité. Ça induit là encore forcément une façon d'exprimer des irritants. Souvent, quand on entend les gens parler de la lumière, c'est difficile de l'exprimer en termes positifs. Par contre, en termes négatifs, on arrive rapidement à dire « ça me plaît pas, je vois pas bien, je suis ébloui ». Est-ce que le fait d'être dans un espace contraint comme celui d'un bureau, ça induit vraiment des comportements différents si on compare par exemple avec le logement? Oui, alors le logement, c'est un cas très particulier. C'est encore un espace de liberté jusqu'à présent. Vous mettez les meubles que vous voulez, vous mettez les lampes qui vous vont bien. Moi, je n'ai rien à dire sur la qualité de l'éclairage dans les logements. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils veulent mettre de l'éclairage direct, indirect, de couleur. C'est leur problème. Donc, il y a une espèce de charge affective de l'éclairage au niveau du chez-soi. Si on sort du logement et qu'on va soit sur un lieu de travail, dans un lieu de transport, un train, un avion, une voiture, le sujet est complètement différent puisqu'on nous offre une solution d'éclairage. C'est le fabricant de la voiture,
du train, du métro, c'est le bureau où je vais travailler, où il y a une proposition. Et sur cette proposition, je n'ai pas grand-chose comme espace de liberté. Je peux, dans certains cas, me déplacer, peut-être. Si je me mets vers la fenêtre ou pas vers la fenêtre, peut-être. Dans certaines entreprises, je peux le faire. Dans un train, je peux parfois le faire. Mais les marges de manœuvre sont extrêmement limitées. Et c'est ça qui crée, en fait, cette distinction. C'est-à-dire qu'on est habitué à avoir une relation relativement affective avec la lumière chez soi, et on arrive dans un espace où c'est normé, calé. Et finalement, la priorité, c'est bien sûr mon usage. Si je dois me concentrer, si je suis en réunion, si je travaille, si je fais de la vidéoconférence, et je veux que ça marche. Aux États-Unis, quand je travaillais là-bas, on me disait la qualité perçue, c'est l'absence de plainte. Et pour revenir à votre remarque tout à l'heure, c'est que pour que les gens se plaignent, il faut vraiment que ça pose des problèmes sérieux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'avoir de la qualité, d'un côté, mais qui est très floue. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais par contre, quand on met le niveau très bas, il y a un moment donné, il dit ça ne va plus, il y a un problème. Mais il y a une marge de manœuvre gigantesque. Et c'est ça qui crée cette difficulté de dire s'il y a suffisamment de lumière, finalement, globalement, ça marche. Donc, et le problème, c'est que la maîtrise d'œuvre, on fait du copier-coller, ça fonctionne, les gens ne se plaignent pas. Tant que les gens ne se plaignent pas, ça marche. Mais c'est dommage, parce qu'il faudrait quand même, dans votre approche, je trouve que je loue d'ailleurs, c'est de se poser la question de faire mieux. Alors, je vous ai dit, on peut faire mieux avec moins de ressources, ça c'est sûr, mais il faut un peu plus d'intelligence, un peu plus d'écoute, un peu plus de séduction. Et moi, j'invite vraiment tous les acteurs avec qui je travaille à visiter, comparer, discuter, mesurer. Je mesure, je vais dans tous les lieux et je mesure avec mon luxmètre les niveaux et on apprend des choses surprenantes. Parfois, des niveaux faibles correspondent à des espaces magnifiques et des espaces lumineux sont vraiment inintéressants. Donc, observer, comparer, mesurer, discuter, inviter les acteurs, les usagers, bien sûr, les interviewer. Ça fait partie de mes activités. Et c'est, je pense, ce qu'il faut faire aujourd'hui, vu que l'offre de produits, elle est là, quoi. On a une offre remarquable. Alors pour encourager les acteurs à faire mieux, il y a un argument qui peut sans doute faire sens pour beaucoup. C'est l'argument économique. Vous avez vous-même travaillé sur la création de valeur par l'éclairage naturel. Dans le logement notamment, plusieurs études ont montré que celle-ci possède bel et bien une valeur marché. Pour ce qui est du bureau, est-ce que finalement la contribution de la lumière à créer des espaces valorisants et pas, là encore, une incitation de plus à faire davantage attention à ce critère, précisément à l'heure où les entreprises cherchent à créer des espaces attractifs pour les collaborateurs? Oui, si on se place maintenant du côté de l'investisseur et de la valeur, le principe, c'est se dire si je rénove un immeuble ou si j'en construis un neuf, je dois avoir en tête que ce bâtiment doit prendre de la valeur quand même dans le temps. Alors, on sait toujours que la valeur, c'est d'abord l'adresse, c'est un certain nombre de prestations. Mais si je reviens à l'éclairage naturel, dans les logements, c'est démontré le gain de l'éclairage naturel sur la rapidité de vente d'un logement, sur le coût. Il y a de nombreuses études qui ont été faites en France, en Belgique, je peux vous les citer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'une rénovation de menuiserie de façade, souvent, amène à un gain, une valeur ajoutée sur le lieu, sur le logement, si je prends le logement, de 3 fois l'investissement. Ça, c'est quand même... il y a plusieurs études, une qu'on a menée nous-mêmes et une qui était menée au Danemark par une grande société de fenêtres, et donc qui montre qu'il y a quand même la création, donc l'éclairage naturel, c'est quand même le produit, c'est la fenêtre, hein, on est bien d'accord. Et donc, la création d'une nouvelle fenêtre de qualité dans un espace valorise cet espace. Donc, ça, c'est montré. Maintenant, la question, ça a été démontré dans le logement. Si je prends dans les bureaux, aujourd'hui, celui qui a un vieil immeuble de bureau qui consomme beaucoup d'énergie, qui n'est pas très confortable, dont les façades ne sont pas très efficaces, avec des protections solaires qui sont en mauvais état, bon, tout ceci, ça dévalorise le bien. Donc, on se dit que dans un immeuble de bureau, eh bien, je crois que dans les annonces, quand il y a des immeubles de bureau en vente, on parle de la lumière. La lumière du jour intervient parce que c'est une valeur positive. Mes employés, je vais les mettre dans un bâtiment avec une bonne qualité de lumière et non pas dans une boîte à chaussures comme on voit dans certaines séries américaines avec ces petites boîtes, des cubicles, comme on dit aux
États-Unis où finalement, j'y ai travaillé. Donc, j'ai travaillé aux États-Unis dans des cubicles et vous ne voyez pas la lumière du tout. Vous ne savez pas s'il fait jour, mais alors que vous êtes en Californie, qui fait un temps magnifique, mais on ne voit rien parce que ce n'est pas intégré. Chacun a son cubicle de 4 ou 5 mètres carrés et c'est réglé. C'est la solution de l'équation américaine. Non, l'axe foncier me plaît beaucoup puisque là, on parle de chiffres bien supérieurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la consommation annuelle de l'éclairage qui correspond à quelques heures de salaire pour un employé, donc ce qui est absolument négligeable. Si on parle maintenant de la valeur d'un bien, on parle de très grosses sommes. Ça n'a plus rien à voir. Donc, je pense qu'il y a un angle d'attaque important dans le design, dans la prise en compte de l'éclairage naturel sur le lieu de travail, pour les investisseurs, qui est de mettre en avant une organisation des espaces en fonction de la lumière du jour, pour qu'il y ait une espèce de bien-être, un sentiment agréable pour les employés. Et la lumière naturelle y compte. Les enquêtes le montrent. Donc, mais j'aimerais qu'on l'approche de l'angle de l'investisseur, parce que là, je pense qu'on peut mettre des chiffres et on peut arriver à parler de quelque chose de solide. Interviewer les gens, c'est très difficile. C'est très difficile de dire, est-ce que, personnellement, j'ai travaillé sur des façades ouest, j'étais très, très, très mal, parce il faisait chaud, j'avais un éblouissement, etc. Donc, c'est pas si simple que ça, la lumière du jour. C'est sûr, quand on a la chance d'avoir un bureau peut-être au nord, avec peu de soleil, on n'est pas gêné, on a une grande quantité de lumière, ça va bien. Il y a quelques années, la lumière naturelle était un ennemi sur le lieu de travail, puisque les écrans étaient pas assez lumineux dans les années 90. 80-90, on avait des écrans souvent contraste inversé, bourrés de reflets. On ne pouvait pas travailler avec des niveaux de lumière naturelle élevés. Maintenant, il n'y a aucun problème. Vous mettez, enfin aucun, sauf quand le soleil frappe sur votre écran. Mais ce problème est réglé. Donc, il ne faut pas imaginer que la lumière naturelle, il y en a, c'est bon, les usagers vont apprécier. Non, on a un problème de store, de protection solaire, de confort, qui doit être traité. Une chose est certaine, en tout cas, le besoin de lumière naturelle n'est pas une mode. Il devrait même s'amplifier dans les années à venir au vu des conditions que vous avez décrites au début de cet entretien et compte tenu également de cette volonté croissante des Français de renouer avec la nature. Marc Fontoinon, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des podcasts de Studio W. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était Studio W par Workplace Magazine, un épisode réalisé avec le soutien de 3DS Group.